Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons un homme politique centrafricain, Abdoul Karim Mekassoua. Ministre sous la présidence de François Bozizé pendant 6 ans, directeur de cabinet de Jean-Paul Ngou-Pandé, Abdoul Karim Mekassoua était également le président de l'Assemblée nationale avant qu'il ne devienne, le 26 octobre 2018, l'homme à abattre. Rencontre. Bonsoir Karim Mekassoua. Bonsoir. J'ai de la chance d'être assise face à vous et vous avez également de la chance d'être toujours en vie parce que vous avez été victime d'un empoisonnement comme le rapport de l'hôpital Cochin le confirme. Qui a voulu faire de vous un homme mort et pourquoi ? À qui aurait profité le crime ? Tout ce que je sais, c'est que le 16 avril, j'ai été complètement foudroyé par un mal que je n'arrivais pas à identifier. Je souffrais de partout et je ne pouvais pas mettre le pied au sol. Le 17, je vais à l'Institut Pasteur, branle-bas, médecin, biologiste, pour des prises de sang. Et ils m'ont tout simplement conseillé de prendre le premier avion pour Paris. Et j'ai pris le premier avion, je suis arrivé le 18 de l'aéroport, une ambulance directement à Cochin, où j'ai été à l'isolement pendant 2 semaines. On avait même annoncé ma mort à Bangui. Ma famille a dû se barricader pour éviter qu'on installe une place mortuaire, mais je suis bien vivant. Et ça vient de loin, parce que tous ceux qui ont planifié cela, ils l'ont fait de main de maître. J'ai eu droit à toute une série d'analyses, et après, ce n'est qu'après qu'on peut avoir peur, quand on voit les résultats. Mais je vais très bien, et mes médecins me rassurent, et je suis prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Absolument. Vous êtes député de la 3e circonscription de Bangui. Absolument. Vous voyagez énormément depuis votre convalescence, énormément d'Afrique centrale, en Angola, au Congo-Brazzaville, et puis maintenant à Paris. Est-ce que vous comptez retourner au sein de l'hémicycle pour des sessions ordinaires ou extraordinaires ? Bien sûr, vous savez, j'avais été élu président du Forum des parlements des Grands Lacs. Il y a 12 pays des Grands Lacs. Et nous avons des problèmes récemment en République démocratique du Congo. Par-delà tous les problèmes que vous connaissez, il y a eu un phénomène nouveau où les djihadistes se sont installés à l'Est. Or, j'étais initiateur d'un projet important. C'était une première en tant que président de la conférence du Parlement. D'abord, que tous les anciens chefs d'État aient un statut, parce que c'était un des aspects que je considérais en Centrafrique tout au moins comme vecteur de violence. Et puis deuxièmement, il fallait que tous les pays s'entendent pour juguler la violence, l'extrémisme violent. Et compte tenu du fait que c'était moi qui étais l'initiateur de ce projet, de temps à autre, mes anciens collègues présidents des chambres me consultent pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Car, voyez-vous, vous avez un pays A qui n'a pas de problème, mais si il a un pays voisin B et C qui ont des problèmes, il y a des réfugiés qui se retrouvent chez lui. Et ça devient un sujet de préoccupation. Alors il faut mettre toutes nos intelligences ensemble pour discuter, voir comment on peut éradiquer ce terrorisme ou cette violence ou les problèmes de fond que nous déplorons. Mais c'est vrai que c'est un pays complexe, la Centrafrique, il y a 5 millions d'habitants, à peu près 600 000 déplacés internes, soit 13% de la population, et certainement également des réfugiés, comme vous venez de le mentionner, dans les pays voisins. Qu'est-ce qu'il faudrait appliquer pour qu'il y ait une cohésion ou l'unité nationale ? La bonne gouvernance. Vous savez, la République centrafricaine est considérée par le père fondateur Barthélemy Boganda comme le berceau des Bantous. C'était le creuset de plusieurs cultures, de l'Est, l'Ouest, Sud, Nord. Et nous nous sommes retrouvés en Centrafrique, historiquement, avec une langue, ce qui est extrêmement rare. Du sud au nord, de l'ouest à l'est, nous avons une langue nationale, qui est le sango, qui est le ciment de notre unité nationale. Et la devise de la République centrafricaine, c'était unité, dignité, travail. Mais il y a d'abord l'unité. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a entraîné pas mal de divisions. Et un État divisé est un État qui court vers sa perte. Donc il faudra une bonne gouvernance pour que nous puissions revivre ensemble avec la dignité qui n'aurait jamais dû quitter la République centrafricaine.
Il y a effectivement, vous le mentionnez à l'instant, des Bantous, d'autres ethnies, des musulmans au nord, à la frontière du Tchad, des chrétiens. Comment vous définissez-vous? Comme un Bantou. D'accord. Comme un Bantou. Je suis centrafricain, j'ai la culture centrafricaine et je suis musulman. Mais je cohabite avec des chrétiens. Mon épouse est chrétienne. Ça n'a jamais posé de problème. Je dis, ça n'a jamais posé de problème. Malheureusement, quand ceux qui veulent conquérir le pouvoir n'ont pas d'arguments, n'ont pas de projet, alors ils attisent la haine entre les confessions. Mais vous verrez, aujourd'hui, le sentiment national est plus fort que la division confessionnelle. Alors, une nouvelle équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Firmin Ngrebada a été formée. Plusieurs portefeuilles ministériels ont été confiés à des représentants de groupes armés, également à l'opposition, mais rien pour la société civile. Qu'en pensez-vous? Le plus grand mal. Le plus grand mal, vous voyez, si, pour participer au gouvernement, le Saint des Saints, au Conseil des ministres, il faut prendre des armes, alors on court à notre perte. Nous ne devons jamais favoriser l'érection de la violence comme moyen pour conquérir le pouvoir, comme moyen pour siéger à la table du Conseil des ministres. Ce qui est extraordinairement difficile, dangereux. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Je n'ai absolument rien contre X ou Y, mais entrer au gouvernement, ça veut dire quelque part diriger le pays. Et pour diriger le pays, il faut un certain nombre d'éthiques, de comportements, de valeurs, de compétences. Or, si vous prenez les armes, c'est ce qu'on a vu, quelqu'un qui n'a aucun sens de l'État, il siège au Conseil des ministres. Quelqu'un qui n'a aucun sens de l'économie, il est le responsable du développement d'un secteur économique. Quelqu'un qui sait à peine lire et écrire, il est porteur de messages aux jeunes pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas imaginer que le président Touadéra aurait laissé son Premier ministre placer des ministres illettrés. Et c'est ça le paradoxe. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Et je crois que c'est pour ça que le président Touadéra porte une lourde responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est une recomposition du paysage politique absolument problématique. Elle est plus que problématique, parce que voyez-vous, quand on parle de société civile, quand vous prenez les groupes armés, je ne sais pas sur quelle base ces groupes armés sont formés, mais il reste que si c'est sur une base ethnique, si c'est une base régionale, si c'est une base confessionnelle ou de revendication, dans ces groupes armés, il peut y avoir des parents, des amis, des alliés, instruits, compétents. Pourquoi faire la promotion de la violence et accepter que siègent autour de la table du Conseil des ministres des gens qui ne peuvent pas être entendus par l'Assemblée nationale? Car après tout, l'Assemblée nationale, un gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Comment l'audition peut se passer? J'ai été président de l'Assemblée nationale. Et quand pendant 2 ans. Oui, bien entendu, bien plus que cela. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a aucun sens de l'État, qui n'a aucun projet, vienne défendre tout un département? Car c'est le rôle des députés que de contrôler l'action du gouvernement. On contrôle l'action du gouvernement par l'interpellation du ministre, par leur audition, et il y a toute une batterie d'actions à la disposition des députés pour contrôler l'action du gouvernement. Là, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'un député ait peur d'inviter un ministre, parce que le ministre va dire, mais attendez, si vous m'embêtez, moi je sais comment vous embêter. Alors ça ne va pas. L'ancien Premier ministre Nicolas Tiangaye vous rejoint sur cette vision problématique de la composition du gouvernement. Mais parce qu'il a dirigé le gouvernement. Il dit ce gouvernement n'est pas suffisamment inclusif, en ce sens qu'il n'est pas représentatif des forces politiques et sociales du pays. Il estime qu'en réalité, il s'agit juste d'un partage de postes entre les partisans du président Touadéra et les groupes armés. Oui, parce que le président Touadéra a fait un choix. Le choix qu'il a fait, il a dit le pays est gouverné par
pratiquement 80% sur l'étendue du territoire par les groupes armés. Or, ce sont les groupes armés qui sont les forces avec qui je dois composer. Et si je compose avec eux, il n'y a aucun problème, je peux être réélu facilement. Alors, les partis politiques, on aurait pu dire les partis politiques, la société civile, combien de grenades, combien de munitions, combien de fusils, rien. Rien si ce n'est la parole, si ce n'est la démocratie. Alors moi, je fais le choix de composer avec ceux qui sont forts. C'est un choix à très très court terme et dangereux pour le crédit national. Dangereux avec pour le ceux pays. Qui sont forts, c'est-à-dire Les groupes armés, ceux qui ont des armes, ceux qui ont des lance-roquettes. C'est votre choix? Non, je parle du président de la République. D'accord. C'est son choix. C'est ce qu'il a choisi. C'est pour ça qu'il a négligé les partis politiques. C'est pour ça qu'il a négligé la société civile. C'est pour ça qu'il ne veut pas discuter avec eux. Car après tout, il faut revenir au 30 mars 2016. Vous savez, le président a été élu pratiquement par consensus. Quand je dis élu par consensus, il y avait 29 candidats qui sont allés le saluer, reconnaître sa victoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le premier geste qu'il a fait, c'est de les écarter, c'est de les éloigner, c'est de les ignorer. Mais il est conseillé, il me semble, par Sani Diallo, le président Touadéra. Qu'en pensez-vous? Vous me surprenez, car vous me surprenez beaucoup, et c'est ça le plus grand danger. Sani Diallo a été et est pratiquement le menteur économique du président Touadéra. C'est lui qui lui a indiqué toutes les voies mafieuses pour pouvoir accumuler des richesses. On dit qu'il possède une société de transport au Cameroun, vous confirmez? C'est exact. Et que son frère est un général des armées? Écoutez, vous êtes très bien renseigné, mais ce que je voulais vous dire, ce qui est dangereux, c'est que Sani Diallo est impliqué dans la tentative du renversement du président Obiang. Ah, et ça, c'est une accusation très... Ce n'est pas une accusation. J'étais président de l'Assemblée. Il y a eu des missions qui sont rendues en Centrafrique pour faire le point sur ce dossier. Vous avez cité Nicolas Tchangaï. Oui, l'ancien Premier ministre. Vous pouvez lui demander. C'est Nicolas Tchangaï qui m'a alerté avant le coup d'État. Donc la tentative d'invasion de mercenaires qui a eu lieu en Guinée équatoriale, il me semble, le 27 décembre, aurait été planifiée, organisée par Sani Diallo. Vous pouvez demander à Nicolas Tchangaï. Les preuves, c'est qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Les preuves, c'est que pour se dédouaner, Sani Diallo a été obligé de dénoncer ses propres parents. Il y a une division de leur famille. Et les gens ne comprennent pas, puisque celui qui a organisé est maintenant pris la main dans le sac. Il dit, c'est pas moi, c'est eux. Il y avait effectivement, d'après les services d'intelligence de la sous-région, des éléments tchadiens, centrafricains. Est-ce que cela signifie pour autant qu'ils sont des proches de Sani Diallo? Écoutez, voilà ce qui pose problème pour la République centrafricaine. Nous sommes devenus le ventre mou de l'Afrique centrale. Nous avons commencé à connaître nos problèmes en 1996. Et tous les pays, ça fait plus de 20 ans, qui ont connu les problèmes, sont peu ou prou sortis de leurs problèmes. Mais nous y sommes encore. Nous y sommes encore. Donc comment, excusez-moi de revenir sur ce que vous venez d'affirmer, si M. Sani Diallo est toujours conseiller du président Touadéra, il est toujours à son poste alors qu'il aurait commandité le coup d'État contre le président de la République de la Guinée équatoriale, le président Obiang. Écoutez, j'ai lu des documents, j'ai lu des témoignages. Il y a la famille Sani Diallo qui est encore là. Sani Diallo a accordé des interviews. Il y a des documents, j'ai été président de l'Assemblée, j'ai reçu du monde, j'ai lu des documents. Et je m'étonne qu'il soit toujours autour du chef de l'État. Car, parce que vous êtes bien renseigné, ce qui est dangereux, je vous disais que nous sommes le ventre mou. À un moment donné, concomitamment, il y a eu pas mal d'interventions des partisans de Sani Diallo et du président pour dire, écoutez, nous avons les Russes aujourd'hui avec nous, nous avons les moyens. Les Russes, aujourd'hui, depuis peu, pour préciser, les militaires russes forment les militaires centrafricains et également assurent la protection, il me semble, de la présidence, non? C'est exact, c'est exact. Mais il y a Russes et Ils Russes. font part de la MINUSCA également. Oui, mais ça, ce sont les officiels. Il y a 2 Russes. Mais enfin, en tout cas, c'est très, très compliqué. Quand je posais la question,
Vous savez, la République centrafricaine est un grand pays en superficie, mais un petit pays. Nous ne sommes que 5 millions d'habitants. Nous nous connaissons quasiment tous. Or, aujourd'hui, la Russie intervient en République centrafricaine. Nous avons une ambassade. Je n'ai rien contre la Russie. Mais ceux qui viennent massivement s'occuper de nos richesses, dont on ne voit pas de traces, ceux qui viennent former, mais quand on demande qui ils sont, leur pedigree, qu'est-ce qu'ils attendent, on n'a pas d'informations particulières. Quand ils s'immiscent, nous avons une très mauvaise image d'un colonel français qu'on appelle le colonel Mention. C'est lui qui faisait tout. Il était le conseiller spécial du président André Koligma. On l'appelait le consul. C'était un grand Manitou. Aujourd'hui, nous avons Valéry Sakharov, qui lui conseille le président en matière de sécurité. C'est lui qui intervient, y compris à l'Assemblée nationale, discute avec les députés. Vous savez, c'est proprement scandaleux. Donc c'est une offensive tous azimuts sur le secteur minier, dans le secteur de la défense, qui, je pense, ne manque pas d'irriter. Enfin, c'est pas que je le pense, c'est notre ministre de la Défense en France, Florence Parly, qui disait que c'est une offensive envers la diplomatie française. Bon, ça c'est un problème de français. Moi, je ne veux pas l'entendre que centrafricain. De toutes les façons, ce que je sais, quand on vote le budget, nous regardons quels sont les pays contributeurs à notre budget national. Ce que je sais, c'est que bon an, mal an, la France, l'Europe injectent plus de 100 millions d'euros par an dans notre économie. Et quand je regarde la contribution des Russes, c'est même pas 0,5%. Mais ces accords avec la Russie, est-ce qu'ils ont été appuyés par Sannialo ? Puisqu'ils échangent avec eux. Je vous dis, il y a une enquête. J'ai des documents. Une enquête Oui, ben une enquête. C'est pour ça que je ne comprends pas. À un moment donné, il y a eu plusieurs missions de la Guinée équatoriale et je m'étonne que ces missions-là n'aient pas abouti. Et je ne veux pas qu'on se serve de la République centrafricaine comme plateforme pour aller déstabiliser les autres États. Nous sommes tellement faibles, nous n'avons pas d'armée structurée, nous ne pouvons pas nous permettre de nous immiscer dans les problèmes intérieurs de la Guinée équatoriale ou d'autres pays. J'ai envie de vous demander si vous connaissez le général Abdoulaye Meskine. Parfaitement. On dit que c'est un rebelle qui opère sur le tronçon Bangui-Douala et qui a pour réputation de souvent bloquer avec les porteurs la frontière. Est-ce que vous confirmez ? Écoutez, je vous ai répondu tout à l'heure parfaitement. Parce que, voyez-vous, en 2014, j'avais été sollicité par des amis français qui disaient qu'il y a un prêtre polonais qui avait été kidnappé par la bande d'Abdoulaye Meskine. Je n'ai jamais accordé une quelconque interview, sauf à vous aujourd'hui. Merci. J'ai tout fait, je dis tout fait, pour aller faire libérer ce prêtre. Tout fait. Il y a eu 23 otages, dont le prêtre polonais. Il y avait des Camerounais, des Centrafricains. Les services spéciaux polonais voulaient intervenir pour aller libérer. Or, si jamais ce prêtre, il lui arrivait quoi que ce soit, alors vous voyez dans toutes les paroisses catholiques, on allait dire, voilà. Et quel est le but d'Abdoulaye Meskine là-dedans? Je ne vois pas le lien entre qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en Centrafrique? Là, il n'est pas en Centrafrique. Il n'est pas en Centrafrique et justement, c'est dans ce cadre-là, lorsqu'il a quitté, le prêtre devait être libéré. Au dernier moment, ses amis ont imposé comme condition la libération d'Abdoulaye Meskine, qui était dans les geôles camerounaises. Et le médiateur, à l'époque, dans le dossier Centrafrique, le président Sassou, a accepté de l'accueillir chez lui. Et il y a des négociations. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que le Congo demande à Abdoulaye Meskine de rentrer en Centrafrique. Et je sais qu'il a un dossier médical. Alors, je ne sais pas trop bien où est-ce qu'on en est, mais ce qui est sûr, c'est qu'Abdoulaye Meskine avait été invité par le gouvernement centrafricain pour entrer dans le gouvernement. Et Abdoulaye Meskine a dit, mais écoutez, moi, je ne connais que le métier des armes. Vous me demandez de venir au gouvernement,
moderniser la fonction publique. Ça, c'est pas mon rayon. Et voilà ce que je vous dis, pourquoi, très bien. Vous voyez, c'est un véritable danger. Mais pourquoi ils insistent pour qu'Abdoulaye Miskine vienne? Parce que pour se faire entendre, il a bloqué le corridor Douala-Bangui. Avec les gros porteurs. Absolument. Et il prépare encore un coup ou... Alors, mais je ne suis pas complice d'Abdoulaye Miskine, mais... Alors, comment voyez-vous l'avenir de la Centrafrique? Tournons la page et comment voyez-vous l'avenir de votre pays? Je sais que l'émission est très conviviale. C'est vrai. Pour le cas, pas... C'est à ce point. Non, le fait de connaître Abdoulaye Miskine, je connais tous les groupes armés. Vous savez, tout à l'heure, vous avez commencé par tentative d'empoisonnement. Tout à fait. Mais mon domicile, au kilomètre 5, avait été attaqué par les groupes armés. Il y a des groupes armés qui ont tenté de me kidnapper, au vu aussi de tout le monde. Pendant le référendum constitutionnel, on m'a tiré dessus. Il y a eu un mort à côté de moi. Donc il y a une certaine violence. Et cela m'a permis de voir qui est derrière. Pourquoi? C'est pour ça que la complexité est telle qu'il y a une instrumentalisation à un moment des groupes armés pour arriver au pouvoir ou pour conserver le pouvoir. Et ça, je n'ai eu de cesse de dénoncer. Voilà pourquoi vous avez parlé de Tiangaï, mais pas seulement. D'autres, oui. Il ne faut pas instrumentaliser les groupes armés pour conquérir ou conserver le pouvoir. Ça devient dangereux. Mais comment voyez-vous l'avenir de la Centrafrique? Il sera forcément radieux. Oui. Avec vous? Je suis un acteur politique. Vous comptez vous représenter en 2021 aux élections présidentielles? Je ne vais pas faire de la demagogie, je suis un acteur politique. Et je sais, Prisca, il faut que vous retenez ceci. Pendant la campagne électorale, je suis allé à Bambari pour discuter avec les groupes armés. La deuxième ville de la République centrafricaine était divisée. Il y a un quartier chrétien et un quartier musulman. J'ai discuté avec tout le monde. Tout le monde. Mais j'ai voulu que ce soit au grand jour, pas en catimini. Au kilomètre 5, on considérait que c'était une zone de non-droit. J'ai réussi à pacifier le kilomètre 5. Il y a eu le vote au kilomètre 5. Donc j'ai quelques atouts pour pouvoir me prononcer sur l'avenir de mon pays. Mais pas seul, avec d'autres. Mais quelles sont vos intentions? Vous comptez vous représenter? Bon, dans un premier temps, je vais repartir en République centrafricaine, siéger comme député du 3e arrondissement. Dans un futur proche. Et mener la lutte politique parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments, c'est le dernier scoop que je vous donne, pour traduire le président de la République devant la Haute Cour de justice pour violation massive du serment qu'il a prêté le 30 mars 2016. Oui, madame. Parce qu'il faut utiliser la voie politique, la voie judiciaire, en respectant notre Constitution. Celui qui ne respecte pas cela, il faut qu'on le traduise et utiliser tous les moyens pacifiques pour arriver à cet objectif. Donc vous n'avez pas peur après cette tentative d'empoisonnement contre votre personne? Au contraire, ça m'a renforcé dans mes convictions. J'ai passé du temps sur mon lit d'hôpital à réfléchir sur le sort du pays. Personnellement, je n'ai aucune crainte. Je n'ai ni peur, je n'éprouve aucune rancœur. Mais je vous dis, le président de la République sera traduit devant la Haute Cour de justice pour violation de son serment. Et ça, c'est une voie pacifique. Et j'espère qu'avec de nombreux Centrafricains qui n'en peuvent plus de cette situation, on va se lever pour changer le sort de notre pays. Voilà pourquoi je dis radieux. Affaire à suivre. Je vous remercie. On vous remercie pour l'interview et on se retrouve mardi prochain sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. À mardi.